Sur les questions de santé mentale, d'autonomie, de capacité, surtout de contexte de la paire aidance, nous allons accueillir un sociologue. Il est directeur de recherche émérite au CNRS. Il est le fondateur du Sésame, le centre de recherche psychotrope, santé mentale, société. Il s'intéresse particulièrement au malaise individuel dans la société moderne face aux injonctions de performance et aux besoins d'autonomie dans un cadre de perte de repères et de soutien de la société. Je vous prie d'accueillir Monsieur Alain Ehrenberg. Mesdames et messieurs, bonjour. Père aidant est un nouveau nom associé à toute une série d'autres nouveaux noms par un air de famille. Ces autres nouveaux noms sont par exemple réhabilitation, case management, éducation thérapeutique, rétablissement, empowerment, pouvoir d'agir, etc. Que recouvre cet air de famille? Que désigne-t-il? Le développement de la paire aidance se situe dans un contexte général de changement de l'esprit du soin qui me semble fort bien résumé par ce patient qui, au sortir d'une séance de remédiation cognitive, déclare au psychologue en charge du traitement, je le cite, « Avant, j'étais un handicapé, mais grâce à notre travail, j'espère devenir un handicapable. » Handicapable, je crois que là est formulée d'une façon, si je puis dire, follement lucide, une définition sociologique non seulement de la nouvelle figure du patient en psychiatrie qui s'est progressivement instituée avec la généralisation de l'ambulatoire, mais encore, au-delà de la psychiatrie, de la nouvelle figure d'individu qui s'est également instituée avec la généralisation des idées et valeurs de l'autonomie au cours du dernier demi-siècle. Hier, handicap et capacité étaient opposés, la capacité étant du côté de l'autonomie. Aujourd'hui, ils se combinent dans une problématique des degrés de l'autonomie et de la diversité de ses formes. L'autonomie est un concept relatif. Handicapé était un état, handicapable est un itinéraire de transformation personnelle face au mal, un parcours de rétablissement. Les thérapies sont organisées de telle sorte que l'individu puisse placer le plus possible sa santé et sa socialité dans ses propres mains. Tout cela dessine la figure d'un patient capable. Avec la généralisation de la prise en charge des troubles psychiatriques lourds en ambulatoire et en même temps, parallèlement, la généralisation de l'idée que les personnes atteintes doivent vivre dans la cité, nous avons assisté à une inflexion générale des idées en matière de prise en charge, de traitement, d'accompagnement. Le changement de l'esprit du soin, marqué par ces nouveaux rapports entre handicap et capacité, est devenu éclatant avec l'ascension de la réhabilitation et du rétablissement qui cristallise la montée en puissance de problématiques capacitaires, c'est-à-dire d'approches fonctionnelles centrées sur les capacités relatives des personnes plutôt que sur leurs déficits, leurs handicaps ou leurs pathologies. Donc les capacités relatives, ce sont bien sûr les ressources de l'individu, ses compétences préservées, mais aussi ses aspirations. Le but central de ces pratiques est de permettre aux personnes atteintes de troubles mentaux durables et sévères de développer leurs capacités le plus largement possible, condition indispensable pour vivre dans la cité. Le Centre de preuves en psychiatrie et en santé mentale, dans un rapport sur les parcours publié en 2015 et qui est très souvent cité, je cite le rapport, je crois qu'il a raison de dire qu'un modèle s'impose aujourd'hui pour repenser la qualité du parcours de santé et de vie, le parcours de santé et de vie en santé mentale, organisation et pratique dans le soin et l'insertion en fonction d'une lecture fondée sur le rétablissement. Sans disposer malheureusement de bilan, on peut néanmoins constater depuis quelques années une dynamique d'accélération et d'institution des pratiques de réhabilitation psychosociale et de rétablissement. Ainsi, la feuille de route santé mentale et psychiatrie, publiée en juin 2018 par le Comité stratégique sur la santé mentale et la psychiatrie, qui est présidé, on le sait, par la ministre de la Santé, prévoit de rendre accessible l'offre de réhabilitation sur tous les territoires.
les projets territoriaux de santé mentale, les PTSM, dont les premiers contrats vont être signés cette année, doivent également prévoir une telle offre. Il y a désormais une politique nationale pour développer ces pratiques. Concernant la pérédance, un article de l'information psychiatrique paru en 2013 qui synthétise l'évaluation d'une série de programmes dans le monde anglo-saxon note que l'impact sur les usagers, je le cite, est de donner de l'espoir, de réduire le sentiment de peur et d'autostigmatisation, de permettre aux usagers de mettre en place de nouvelles stratégies de rétablissement et de retrouver plus de contrôle sur leur bien-être. Quant à l'impact sur les équipes, l'article note que là où les pères aidants travaillent le mieux sont là où les pratiques sont orientées vers le rétablissement. Le Comité français pour la réhabilitation psychosociale affiche sur son site qu'il a pour mission de promouvoir, je cite, « une politique de restauration de l'individu instigateur de lui-même ». Madame la secrétaire d'État a évoqué tout à l'heure la question de l'autodétermination. L'ascension de la réhabilitation et des approches capacitaires mobilise des représentations collectives générales de l'individu qui sont centrées sur l'autonomie individuelle. Et la réhabilitation s'insère dans ce contexte. Donc, je veux en dire un mot. Ce style de socialisation du mal par des approches capacitaires est en effet en concordance avec un nouveau contexte moral, social et politique, avec un changement des sensibilités collectives qui s'amorce à partir des années 60-70, à savoir l'émergence et la diffusion d'un nouvel individualisme imprégné des idées, des valeurs et des normes qui sont rassemblées par la catégorie d'autonomie. À partir des années 80, l'autonomie, qui est une aspiration collective qui s'est développée dans nos sociétés après la Deuxième Guerre mondiale, disons ce sont les 30 Glorieuses, donc l'autonomie, qui était une aspiration collective, est devenue notre condition. On est passé de l'autonomie-aspiration à l'autonomie-condition, notre condition au sens où les idées, les valeurs et les normes de l'autonomie imprègnent désormais l'ensemble des relations sociales. Elle est devenue un impératif. Cette autonomie se caractérise notamment par l'institution de valeurs de choix et de propriété de soi qui a engendré une dynamique de diversité normative et de diversification des styles de vie tout à fait inconnue il y a encore un demi-siècle en Amérique du Nord et en Europe, mais également une dynamique d'initiative individuelle, d'action. Bref, ces nouvelles représentations collectives de l'être humain en société placent l'accent sur la capacité à agir de l'individu, sur les comportements créatifs ou innovants. Le choix, la créativité, l'initiative individuelle, on entre dans ce qu'on peut appeler un individualisme de capacité. Adopter une ligne de conduite personnelle, voilà ce qui est en train de devenir important. L'un des plus puissants idéaux de cette société de l'autonomie-condition est l'individu capable, quels que soient ses handicaps, ses déviances ou ses pathologies, de connaître des accomplissements dans la vie en les transformant en atouts par un changement personnel. J'appelle cet idéal l'idéal du potentiel caché. Il est la forme sociale spécifique par laquelle des populations diagnostiquées malades, handicapées, déviantes, traitées jusqu'alors au sein d'institutions que le sociologue américain Erving Goffman avait appelées dans les années 60 des institutions totales, sont devenus des individus capables non seulement de connaître des accomplissements malgré le mal qui les atteint, mais parfois plus encore grâce à lui. C'est la figure de l'handicapable, de l'individu capable malgré tout, parce qu'il dispose toujours d'un minimum de potentialité. Donc l'idéal du potentiel caché, ce qu'on pourrait appeler le tournant vers l'atout et les compétences, plutôt que la centralisation du regard sur le handicap et les déficits, sont le ressort autant de la pérédance que de la réhabilitation et du rétablissement. Alors, dans ce nouveau contexte, la relation entre le normal et le pathologique est reconfigurée par la polarité atout-handicap qui passe au centre des prises en charge. Et les pratiques sont conçues moins dans une problématique de l'adaptation et de la réadaptation, bien sûr ces idées restent toujours présentes, mais quand même plutôt dans celle de la capacité et de la compétence. C'est un vocabulaire qui est monté sur les 20 ou 25 dernières années. Cette approche capacitaire consiste en un accompagnement de l'individu qui, premièrement, privilégie agir avec lui sur agir sur lui,
Deuxièmement, considère que le patient ne doit pas être réduit à ses symptômes, qu'il a une expérience sur laquelle s'appuyer. Et 3, déplace l'accent donc du déficit à compenser au potentiel à augmenter. Encore une fois, c'est la formule de l'handicapable. Donc la réhabilitation est à la fois le concept clé de la prise en charge du patient psychiatrique dans la cité et en même temps le concept par lequel il s'émancipe en tant qu'individu, devient un partenaire moral. Donc le patient rétabli est un patient capable où il a certainement des symptômes, mais il doit pouvoir assumer dans une certaine mesure, dans une large mesure, la responsabilité de sa vie. Donc c'est l'empowerment, l'augmentation du pouvoir d'agir, qui est la cible, son autonomie. Alors tout le monde s'accorde pour dire aujourd'hui que pour que l'organisation de l'action, c'est-à-dire l'accompagnement, doit être centrée sur le parcours individuel et les besoins des personnes. De telles pratiques impliquent une organisation sociale centrée sur l'individu, sur ses besoins certes, mais également, et cela est plus nouveau, sur ses choix. Le patient rétabli est un patient capable au sens, il a peut-être des symptômes, mais il peut. Il peut quoi? Il peut prendre un peu plus, encore un peu plus, beaucoup, etc. La responsabilité de sa vie, les degrés de l'autonomie sont aussi variables que les formes, par exemple, revêtues par la schizophrénie et que les variations de son évolution. L'institution de la réhabilitation tourne autour de ce thème dans les versions biomédicales comme dans les versions plus sociales. Concernant les personnes, on peut se demander si les usagers ont une place suffisante dans les décisions les concernant au niveau de la politique nationale, régionale et locale, dans l'organisation et le fonctionnement des services, dans leur évaluation, ainsi que dans les soins et accompagnements dont ces personnes ont besoin. De nombreux travaux, on le sait, montrent que la prise en compte de la parole des usagers constitue un levier de changement considérable des pratiques. Elle permet d'augmenter les compétences des professionnels, mais aussi, il y a notamment des travaux britanniques, de réduire l'usage des services de psychiatrie et de santé mentale, donc la charge de travail des soignants. Le centre de preuve souligne encore que, je le cite, la place des pères aidants s'inscrit dans le mouvement porté par le rétablissement, il y a toujours cette liaison, incarnation vivante de la possibilité de se rétablir et de jouer un rôle dans la société malgré son trouble mental. Il soutient le processus de reprise de contrôle de sa vie, réduit la stigmatisation, soutient l'accès aux soins et aux services. Donc, l'intégration d'usagers dans la formation des professionnels, dans les équipes de soins et d'accompagnement et dans la recherche sur les services de santé mentale est encore embryonnaire en France et pourrait être développée. Tout cela contribuerait à la déstigmatisation. Alors, pour conclure en un mot, qu'il s'agisse du patient psychiatrique en particulier ou de l'actif en général, je pense aux réformes françaises du travail et de la protection sociale du président Macron, le grand enjeu est la façon dont on protège les gens à l'âge, je dirais, de la mobilité généralisée des parcours, parce que nos sociétés sont passées plus ou moins confusément et avec pas mal de tensions et de douleurs d'un système d'action où l'on protège, soigne, prend en charge ou accompagne selon des critères de statut, par exemple sanitaire, médico-social, social, par la forme sociale du statut, à un système d'action qui se centre sur la sécurisation des trajectoires individuelles de vie, donc par la forme sociale de l'accompagnement, ce qui implique évidemment d'être particulièrement soucieux des transitions. Autrement dit, nous sommes totalement entrés dans une société où il s'agit de développer des formes d'organisation sociale qui rendent l'individu capable de se protéger par lui-même dans la plus large mesure possible. Je vous remercie.